Chaque année, on produit plus de 10 milliards de rouges à lèvres dans le monde. Oui, vous avez bien lu, plus de 10 milliards. C'est tellement énorme qu'on pourrait recouvrir un stade de foot entier, couche après couche. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où vient vraiment votre rouge à lèvres préféré? Saviez-vous qu'il faut près de 200 tonnes de cire pour fabriquer 1 million d'exemplaires? Et comment les arômes de fruits et de fleurs se transforment-ils en cette teinte idéale pour nos lèvres? Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de la production, là où la cire en fusion, la précision des machines et les pigments colorés donnent naissance à un véritable art cosmétique. Les ingrédients de base d'un rouge à lèvres, c'est un mélange de cire, d'huile, de pigments et d'arômes. Chacun a sa propre source et ses propriétés spécifiques, pour un produit qui non seulement colore, mais prend aussi soin de la peau. Les cires forment l'ossature et donnent au stick sa dureté. Les plus courantes, la cire de candélila et celle de carnauba, toutes deux issues de plantes, mais aussi la paraffine ou la cire d'abeille, venue du pétrole ou directement de la ruche. Elles offrent résistance, brillance et texture. Les huiles, karité, ricin, tournesol, amande, coco, assurent l'hydratation et la douceur à l'application. Quant aux pigments, naturels ou synthétiques, oxyde de chrome, oxyde de fer, anatase et bien d'autres, ils colorent la formule tout en restant sûrs pour la santé. Les arômes, eux, procurent ce parfum si caractéristique. Ils peuvent être naturels, extraits de fleurs ou de fruits, ou synthétiques. On ajoute aussi des antioxydants et des vitamines pour chouchouter les lèvres. Par exemple, la vitamine E, très populaire, aide à conserver la fraîcheur du rouge à lèvres tout en nourrissant la peau. Tout ça provient des 4 coins de la planète. Huiles et cires viennent souvent des régions tropicales, où la végétation offre des propriétés uniques pour la cosmétique. Les pigments, de leur côté, sont fabriqués dans des laboratoires spécialisés, grâce à des technologies très avancées en chimie et sciences des matériaux. Au total, on compte près de 10 milliards de rouges à lèvres et de glosses produits chaque année, un segment phare de l'industrie cosmétique. Dès le début du processus, dans l'usine, on mélange les cires, les huiles, les pigments et d'autres composants dans de grandes cuves, chauffées à une température précise. Les cires fondent généralement vers 60 degrés et, une fois liquides, on incorpore les huiles et autres additifs pour former une base stable. Quand cette base est prête, on ajoute les pigments qui vont définir la couleur. Qu'ils soient naturels ou synthétiques, on les intègre soigneusement pour obtenir un ton homogène, sans aucune strie. Les pigments se présentent souvent en poudre ou en pâte. Avant de les ajouter à la base, on les dissout ou on les disperse dans une huile ou un solvant cosmétique spécial, histoire d'obtenir une texture uniforme. On les verse ensuite progressivement dans la cuve, grâce à des mélangeurs ou des homogénéisateurs, pour éviter tout grumeau. Le tout reste à haute température, autour de 60 à 70 degrés Celsius, afin que la couleur se diffuse parfaitement. À ce stade, on vérifie la nuance. Si elle n'est pas exactement comme on le souhaite, on corrige en ajoutant d'autres pigments ou en ajustant certains composants. Quand la teinte est validée, on remélange bien l'ensemble, puis on refroidit doucement pour que la formule puisse durcir. Le contrôle est permanent,
afin de garantir une reproduction fidèle de la couleur, même après le conditionnement. Juste avant cette étape cruciale, on ajoute les arômes et les vitamines. C'est là qu'on obtient la senteur finale et qu'on incorpore les agents nourrissants, par exemple la vitamine E ou C, pour hydrater et protéger les lèvres. D'ailleurs, fabriquer 1 million de rouges à lèvres exige près de 200 tonnes de cire, et la quantité d'arômes nécessaire est si énorme qu'on ne peut même pas la chiffrer. Les arômes peuvent être d'origine végétale, huiles essentielles, extraits de fruits, ou synthétiques, comme la vanille, le caramel ou des notes fruitées. Les vitamines A, E, C sont souvent ajoutées sous forme de solutions huileuses ou de microcapsules, afin de mieux s'intégrer dans la formule. Après ce mélange minutieux et le refroidissement à la température idéale, on passe à l'étape la plus spectaculaire, le coulage dans les moules. La masse encore liquide est déversée dans des moules en métal ou en silicone, calibrés au millimètre pour donner la forme exacte du stick. Des doseurs ultra précis remplissent chaque alvéole sans une goutte de trop. On croirait à de la science-fiction, ce fluide chatoyant, semblable à de la cire précieuse, qui s'écoule doucement pour prendre forme. Puis vient la congélation. Les moules sont placés dans des chambres de refroidissement, où la température descend à -5 degrés. En quelques minutes, la matière se solidifie et devient ferme et lisse. On peut apercevoir, dans de grandes armoires transparentes, des centaines de futurs rouges à lèvres se figer peu à peu. Impressionnant! Une fois la masse durcie, on ouvre les moules et des dispositifs automatisés éjectent chaque stick en douceur. C'est là que la magie opère. Chaque rouge à lèvres passe sous des rouleaux de polissage pour gommer les petites imperfections et obtenir cette brillance parfaite. Ensuite, direction la chaîne de mise en étui. De fins bras mécaniques installent chaque stick dans son boîtier en métal ou en plastique, avec une précision millimétrée. Imaginez des centaines de rouges à lèvres qui plongent ensemble dans leurs écrins, en tournant sur eux-mêmes. C'est sans doute l'un des spectacles les plus fascinants de tout le processus. Et si je te disais que tu bois déjà de l'eau purifiée issue d'eaux usées? Non, ce n'est ni une blague, ni une lubie futuriste. À Singapour, en Californie et même en France, on réinjecte dans le réseau d'eau potable de l'eau qui a déjà transité par les canalisations. Mais est-ce vraiment sûr? Et surtout, arriveras-tu à franchir le cap psychologique et à la boire? Découvrons ensemble comment fonctionne cette technologie hors du commun. Et pourquoi l'avenir de l'eau potable n'a rien à voir avec ce que tu imaginais? Pas de science-fiction, c'est bel et bien la réalité, et elle contribue à résoudre le problème mondial du manque d'eau. Mais comment fonctionnent ces systèmes? Sont-ils vraiment fiables? Et surtout, peut-on accepter de boire ce qui, autrefois, partait dans les égouts? Allez, on plonge dans le sujet. Ici, la vedette s'appelle Direct Potable Heureuse. C'est une technologie de purification qui réinjecte les eaux usées traitées dans le circuit d'eau potable. Concrètement, l'eau que tu as utilisée pour ta douche ou chassée dans les toilettes peut redevenir parfaitement potable après une série d'étapes de purification renforcée. Est-ce sans danger? Oui, et même plus encore. Les contrôles sont si stricts que, dans bien des cas, cette eau est plus propre que l'eau du robinet classique. Singapour est l'un des pionniers en la matière. Dès 2003, la cité-État a lancé NeWater, un système de recyclage des eaux usées qui sert autant à l'industrie qu'à la consommation. En France, la ville des Sables d'Olonne a instauré un projet novateur permettant de transformer les eaux usées en eau potable. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie locale,
visant à garantir un approvisionnement durable et à limiter la dépendance aux sources traditionnelles. Au Texas, en Californie et en Arizona, aux États-Unis, on trouve déjà des usines capables de rendre l'eau des égouts potable. À Los Angeles, on compte même couvrir 30% des besoins municipaux grâce à l'eau recyclée. La première étape pour transformer des eaux usées en eau potable, c'est le pré-traitement. À ce stade, on élimine les déchets solides, le sable, les graisses et autres particules organiques volumineuses. Comment ça marche? Quand les eaux usées arrivent à l'usine, elles passent à travers des grilles mécaniques et des tamis, des structures métalliques aux fentes étroites, de 3 à 10 mm, qui retiennent les objets plus gros. Bouteilles en plastique, lingettes, sacs, feuilles, voire de petits articles tombés par accident dans la cuvette. Et ensuite, tous ces déchets sont dirigés par tapis roulant vers l'incinération ou un centre de traitement. L'étape suivante, ce sont les désableurs. On y laisse se déposer le sable, le gravier, les éclats de verre et les particules métalliques. Pourquoi? Parce que ces matières peuvent endommager les installations ou obstruer les canalisations lors des phases ultérieures. Dans ces bassins, le flux de l'eau ralentit, laissant tomber au fond les particules les plus lourdes. Souvent, l'eau usée contient également des graisses, des huiles et des lubrifiants. Résidus de cuisine ou rejets industriels. Pour les extraire, on utilise des bacs spéciaux où de fines bulles d'air sont injectées, faisant flotter les graisses à la surface. Puis, une racleuse vient les récupérer pour les envoyer au traitement ou à la destruction. Dernière étape du pré-traitement. Les bassins de décantation. L'eau y stagne pendant quelques heures, voire une journée entière. Les particules organiques lourdes sédimentent, tandis que les matières plus légères remontent. Les boues qui se forment au fond sont raclées par des systèmes motorisés et peuvent être valorisées, par exemple pour produire du biogaz. Quant à la couche de surface, elle est collectée pour être filtrée ou éliminée. Après cela, l'eau est loin d'être parfaite. Mais elle est délestée des principaux polluants et devient prête pour l'étape suivante. Le traitement biologique, où bactéries et micro-organismes se chargent de digérer ce qui reste d'organique. Le flux qui n'était hier qu'une eau usée chemine maintenant à travers un réseau complexe de canalisations et de cuves. Débarrassée des plus gros déchets, du sable, des graisses et de la majeure partie des résidus organiques, elle arrive à l'étape magique, la microfiltration. Ici, pas de simple filtre à haute cuisine. On parle de membranes ultra fines, semblables à un tamis microscopique, dont les pores sont des milliers de fois plus petits que l'épaisseur d'un cheveu. Leur taille, entre 0,1 dixième de micron et 0,01 micron. À titre de comparaison, une bactérie d'environ 1 micron ne passera même pas, et la plupart des virus se retrouvent aussi piégés. L'eau, elle, glisse sans difficulté, laissant la menace de l'autre côté de la barrière. Les membranes de microfiltration se présentent sous forme de longs tubes ou de plaques, où l'eau est poussée sous haute pression. Elle ne fait pas que goûter. Elle traverse des millions de microcanaux. Le système peut épurer des milliers de litres par heure, mais nécessite souvent une pression entre 4 et 5 bars pour forcer l'eau à franchir ces filtres. Une fois passée par là, l'eau semble cristalline, mais les scientifiques veulent une pureté absolue. L'étape suivante est l'osmose inverse, qui va retirer les sels dissous, les minéraux et les plus petits polluants restants. Après la microfiltration et l'osmose inverse, l'eau est déjà débarrassée des particules, des bactéries et de la quasi-totalité des impuretés. Mais ce n'est pas encore suffisant pour la rendre irréprochable. Il faut une désinfection finale.
De puissantes lampes émettent des rayons ultraviolets à 254 nanomètres, détruisant en quelques secondes l'ADN et l'ARN des bactéries, virus et parasites. Ces réacteurs UV peuvent traiter jusqu'à 10 000 litres par heure. Et le gros avantage ? Les ultraviolets ne laissent aucune trace chimique, préservant le goût et la composition de l'eau. Ensuite, pour éliminer les virus, les résidus chimiques et même les odeurs indésirables, on expose l'eau à l'ozone. 50 fois plus puissant que le chlore, l'ozone neutralise la plupart des micro-organismes et oxyde jusqu'aux traces de pesticides ou de produits pharmaceutiques. Tout cela prend moins d'1 minute, après quoi l'ozone se décompose de lui-même en oxygène. L'association UV-ozone garantit ainsi une eau plus pure qu'une eau de source. Mais le véritable défi reste psychologique. Boire ce qui était jadis évacué paraît répugnant pour beaucoup. On appelle ça le yuck factor. Pourtant, qui sait ? Dans 10 ou 20 ans, c'est peut-être cette eau-là qui coulera de ton robinet. Et tu ne remarqueras même pas la différence,